Bonsoir à tous et bienvenue au Maybe Planet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Alors à notre habitude en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons armés de notre libre arbitre et de notre discernement de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors, vous avez reconnu l'équipe, et quand on a Géraldine, Julie et Thibaut à l'antenne, c'est qu'en général, c'est un ufostrophe. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va bien. Impeccable. Impeccable, bon, super. Alors, ce soir, nous avons le plaisir, d'une part, de faire un nouvel Infostrophe, c'est toujours un plaisir, et surtout, puisque vous savez que le principe de l'émission Infostrophe, c'est de faire une émission autour d'un invité. Nous avions eu Thierry Gaulin la dernière fois, et ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Renaud Évrard. Renaud, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir tout le monde, et merci pour l'invitation. Ouais, un grand merci d'avoir répondu positivement à cette interview. Et d'ailleurs, Thibaut, je te laisse nous présenter Renaud en quelques mots. Ouais, bah alors moi je suis très très content de revoir Renaud, même si c'est par le prisme de la caméra, parce on a eu la chance de se rencontrer au Salon des littératures maudites que j'animais, à l'époque d'un bouquin dont on reparlera sûrement, qui était ton enquête sur 150 ans de parapsychologie scientifique. C'était un bouquin qu'il faut avoir pour toute personne, pour tout étudiant un peu sérieux de ces questions-là, parce que c'est vraiment une somme extrêmement complète, très documentée. Bref, on y reviendra. Donc alors, quand même, comme il est d'usage de faire un petit portrait de notre invité, je vais m'y prêter. Renaud Évrard, c'est un des très rares universitaires français à s'intéresser vraiment sérieusement à la parapsychologie scientifique et à oser le faire, parce que c'est pas forcément simple, on en parlera peut-être, mais lorsqu'on est un professeur des universités, que de se lancer dans ce type d'études. Donc, Renaud, tu officies à l'Université de Lorraine. Tu es psychologue clinicien, docteur en psychologie, avec une thèse sur la clinique différentielle des expériences exceptionnelles, autre vocable pour finalement parler d'expériences paranormales, mais tu y reviendras peut-être. Tu as cofondé en 2009, c'est important de le dire, le CIRC, Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Alors, tu as de très nombreuses publications de papiers, d'articles dans des revues scientifiques à référer, évidemment, comme tout chercheur. Et outre ces nombreux travaux, tu as publié ta thèse, Folie et paranormal, en 2014. Alors, l'ouvrage dont je vous parlais, c'est La légende de l'esprit, enquête sur 150 ans de parapsychologie. S'il faut acheter un Renaud Évrard, moi, je le dis, c'est celui-là que je conseille. Parce qu'il est vraiment exceptionnel et il donne vraiment une vue d'ensemble très très brillante sur toutes ces questions-là, très très larges, mais surtout aussi beaucoup sur la métapsychique, on en reparlera, mais c'est un peu cet âge d'or de la recherche parapsychologique. Tu t'es intéressé aussi aux guérisseurs, puisque tu as publié un ouvrage qui s'appelle Sur le divan des guérisseurs. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a un des membres de l'équipe au Maybe qui est un magnétiseur professionnel, qui en a parlé d'ailleurs, qui a fait une émission là-dessus. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça en amateur, votre serviteur, pour ne pas le citer. Tu as un petit flyer à nous donner d'ailleurs ? Non, moi j'agis dans ma boîte aux lettres. Moi j'agis uniquement, alors voilà, dans un cadre vraiment intime, amical et non professionnel, voilà. Et puis, tu as publié également Vers une sociologie anomalistique, le paranormal au regard des sciences sociales, un ouvrage un petit peu que tu as dirigé aussi, je crois qu'il y a d'autres Oui, c'est ça, c'est des collectifs, les deux derniers dont tu parles. Voilà. Où là, tu t'efforces de poser un regard un petit peu plus large sur le paranormal aujourd'hui. Comment, justement, on peut faire de la bonne science. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu essayes toujours de raccrocher ça, c'est ton statut. Oui, puis c'était le regard de la sociologie, de l'anthropologie aussi, c'est-à-dire le rapport avec nos sociétés, les différents collectifs qui peuvent se mêler au paranormal. Et puis, alors, je crois qu'on peut en parler parce que c'est sur le point de paraître ou pas loin. Tu as terminé un ouvrage sur les expériences de mort imminente, autre large domaine des parasciences.
Oui, c'est ça. Ça fait quelques années en fait que je suis un peu plus centré sur cette expérience-là en particulier. Et donc, j'ai disséminé, comme tous les universitaires, quelques publications à gauche à droite. Et là, c'était l'occasion en fait de les rassembler en français de façon plus accessible. Donc voilà, c'est les éditions universitaires de Lorraine qui m'ont donné un feu vert. Et donc, je dans les corrections. C'est probablement avec les délais d'éditeurs plutôt pour le printemps 2022, mais en tout cas, de mon côté, c'est plutôt fini. Une petite question, moi, que j'ai tout de suite envie de te poser, parce que je pense que nos auditeurs habituels certainement se la posent. Est-ce que c'est encore compliqué aujourd'hui d'être à la fois un vrai professeur des universités qui enseigne à l'université et d'être aussi un authentique chercheur autour de toutes ces questions de la parapsychologie scientifique, du paranormal? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué pour une carrière? Ou est-ce que tu dirais, peut-être à l'image de ce qui se passe avec les ovnis aujourd'hui, qu'il y a peut-être un nouveau paradigme qui est en train de se dessiner, qu'on accueille peut-être ces sujets-là en ce moment avec un petit peu plus d'ouverture? Déjà, je précise, je ne suis pas professeur d'université, je suis maître de conférence, parce que c'est toujours une question de statut, il ne faut pas trop jouer avec ça, même si je suis qualifié prof et je n'ai pas le poste encore. C'est ce que j'allais dire, voilà, tu es maître de conf, mais tu es qualifié quand même professeur des universités et habilité à diriger des recherches, quand même, précisément. Et après, je dirais, la réalité de l'enseignant-chercheur aujourd'hui, c'est qu'il a la moitié de son temps qui est bouffé par l'administratif. Donc, en fait, c'est la possibilité même de faire de la recherche, peu importe le sujet, qui est déjà très compliqué. Et là, la chance que j'ai, c'est qu'à Nancy, donc l'Université de Lorraine, sur le site de Nancy, je suis assez cool parce que l'équipe est assez petite, mais très compétente, avec Thomas Rabéron, qui est un autre chercheur qui a un parcours d'excellence dans le même domaine, sur les mêmes sujets que moi, qui nous a rejoint il y a quelques années, qui dirige le laboratoire. Et donc, du coup, on est là tous les deux, on bosse très bien ensemble, on se connaît très bien. On a pléthore d'étudiants de niveau master, de niveau doctorat, qui travaillent avec nous. Et donc, du coup, on se soutient, on est tous les deux et on fait plutôt bien les choses. Et voilà, même au niveau psycho normal, plus nos sujets de prédilection, on arrive à bouger un petit peu, à faire des choses assez correctes qui sont reconnues. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir localement. J'ai pas de grands soucis pour l'instant, ça pourrait toujours arriver si les gens comprenaient vraiment ce qu'on fait. Mais déjà, il faut comprendre qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on ne lit pas les publications du mec qui est dans le bureau d'à côté. Donc, très souvent, ça passe inaperçu de cette façon-là. Et puis, autrement, il se trouve que moi, je m'intéresse beaucoup aux aspects sceptiques et donc à la zététique. Et je donne également les cours d'esprit critique, de zététique. Je fais en sorte que ce soit diffusé. J'ai aussi des publications qui sont beaucoup plus sur les aspects d'esprit critique. Et du coup, je suis un peu difficile à coincer parce que je suis vraiment peut-être sur une frontière particulière en tant que psychologue. Oui, c'était aussi une dernière petite question, parce qu'après, je vais peut-être laisser aussi mes camarades t'en poser s'ils en ont. Mais est-ce que tu travailles finalement au centre d'un réseau d'autres chercheurs français, voire européens, sur ces questions-là du paranormal? Est-ce qu'on communique beaucoup dans ce domaine de la parapsychologie scientifique, ou est-ce qu'on travaille inversement, peut-être isolément ou par université? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai eu la chance de tout de suite construire mon intérêt de façon internationale, avec des connexions au Québec, avec un stage qui a été fait dans un des meilleurs instituts en Allemagne. Et là, bon, ça vient de s'arrêter, mais j'étais le premier Français président de la Parapsychological Association, donc la plus grosse organisation qui structure la parapsychologie dans le monde, qui m'avait élu là pour 2 ans, là, pour bon et loyaux service dans la galère et l'administratif. Mais c'était quand même très intéressant comme expérience. Et en fait, j'ai beaucoup de collègues au niveau international qui travaillent sur ces sujets. Du coup, il y a beaucoup d'actualités. Et là, j'ai la chance j'ai obtenu un congé qui va me permettre d'aller travailler à Northampton, à une université en Angleterre, qui possède une unité de recherche sur la conscience des expériences exceptionnelles, où il y a 12 chercheurs, 20 doctorants, et ça envoie. Donc ça, ce genre d'opportunité, c'est quand même très important, et surtout pour faire circuler cette information qui a du mal à être traduite, à arriver en France sur les avancées en général de la parapsychologie et des différents aspects connexes.
Ouais, c'est marrant que ça soit beaucoup plus assumé finalement dans le monde anglo-saxon, hein. Ça date pas d'hier, cette réalité-là, hein. La France, patrie de l'union rationaliste, a toujours quand même un peu de mal à aborder ces sujets-là avec sérénité. Hein. Ouais, et c'est justement, tu parlais de mon livre historique, c'était la question que je me posais, mais pourquoi on en est là? Et mon livre est peut-être très détaillé, mais il est vraiment centré sur la France, et c'est une histoire très, très personnelle finalement, de suivre des chercheurs depuis 1852 jusqu'à 2002, pour comprendre un peu comment les époques ont structuré tout ça, avec cette idée que il y a des périodes où la France a été à la pointe de la parapsychologie. Les chercheurs apprenaient le français pour suivre les recherches, et puis finalement, ça s'est perdu au cours du XXe siècle. Et pourquoi ça s'est déplacé? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que ça peut, du coup, aussi dire du rapport entre les sociétés et les phénomènes paranormaux? Oui, je suis d'accord avec Renaud. On a eu des époques bénies quand même avec des gens comme Flammarion, Hugo. On a eu Papus, on a eu Kardec. Enfin voilà, on a eu quand même des vraies sommités, des gens qui se sont penchés et pas toujours de façon farfelue. Prix Nobel, Ouais. Charles Richer. Mercury, et rappelons quand même que le plus grand ufologue aujourd'hui encore vivant reconnu, c'est quand même Jacques Vallée. Et il est quand même français, hein, même s'il vit en Amérique. Donc voilà, on a quand même un creuset assez intéressant de chercheurs. Même j'aurais si dit Bertrand Meust, mais c'est pas grave. Oui, Bertrand Meust aussi, effectivement. Oui, ouais, c'est un grand. Mais alors Bertrand Meust, lui, disons, le champ de ses interrogations dépasse très largement, et a très vite d'ailleurs dépassé très largement le cadre de la simple de la seule ufologie, puisque ça, c'est vraiment quelqu'un qu'il faudrait un jour aussi avoir dans un ufostrophe, parce que... Comment ça s'écrit? Meust. Comme ça se prononce. Non, mais il a un homonyme très connu dans les médias. Mais c'est quelqu'un de remarquable. Il faut lire ses bouquins sur Jésus Thaumaturge ou même sur les mystères du Titanic. C'est vraiment quelqu'un de... Puis qui a une plume remarquable. Bon, voilà. Moi, j'avais une question quand même pour Renaud, parce que moi, c'est vrai que le premier contact que j'ai eu entre science et paranormal, c'était dans Ghostbusters. C'était les scientifiques de Ghostbusters qui avaient leur laboratoire, qui se faisaient dégager de l'université parce que voilà, on estimait qu'ils servaient à rien. Et au final, ils ont sauvé New York. Ils ont sauvé New York, quand même, il faut le dire. Moi, ma question, Renaud, il y a un reboot qui est en train de sortir. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine rubrique dans un prochain ufostrophe, effectivement. Mais est-ce qu'il y a besoin de rajouter à la réalité des faits? Parce que je pense qu'en s'y penchant de façon rationnelle et de façon dépassionnée, la réalité est déjà assez, je dirais presque par moments extraordinaire comme ça, sans qu'on en rajoute. Alors, la réalité de quel fait? Les histoires que les gens peuvent raconter, toutes ces expériences qu'ils peuvent indiquer avoir vécues, et même parfois certaines conséquences. Est-ce qu'on a besoin de rajouter des reptiliens? C'est plus compliqué que ça, et je pense que ça peut vraiment intéresser votre émission, parce que vous êtes sur la culture de l'ufologie, du paranormal. Il se trouve que le réalisateur de Ghostbusters est quelqu'un qui a eu des séances spirites dans sa famille, enfant, adolescent, etc., qui est absolument, lui, à titre personnel, convaincu de la réalité de ces phénomènes, et il s'est senti obligé de travestir ça sous format Hollywood. Et donc, c'est toujours un rapport entre les réalités subjectives et les transformations culturelles. Il y a des allers-retours permanents. Chez Stephen King, des moments dans les bouquins, il fait des emprunts, il change le nom du chercheur, il va choper un article qui est publié dans le parapsychologie et il le met dans le livre pour étayer un petit peu, inspiré de faits réels, la réalité de ses propos. Et donc, en fait, la fiction dévore le paranormal, elle adore ça, puis nous, on adore lire la fiction, ou voir la fiction sur le paranormal. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient dire aussi beaucoup sur une sorte de marginalisation, une sorte de refoulement, une sorte d'un rapport très particulier de fascination et de rejet du paranormal dans notre culture. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Thibaut, je vous propose peut-être, parce que je suis aussi un petit peu le timing, pour éviter de faire 4 heures, parce qu'après... Tu verras, Renaud, on a dit 1 heure, mais ça a tendance un peu à... C'est un vrai challenge, C'est un vrai challenge, effectivement. On va attaquer peut-être les rubriques, justement. Donc, la première rubrique, actualité, nouveauté. Et je crois, Thibaut, que tu as 2 romans à nous présenter.
Alors, Eh bien bien sûr, non, ça c'était dans la première mouture, mais entre-temps mais j'ai c'est changé de sujet. c'est malin. Mais c'est pas Renaud, grave. Renaud, vous intervenez quand vous voulez, bien entendu, hein, avec grand plaisir. Hein. Non, non, alors ça c'était dans la première mouture, effectivement. Je voulais parler parce que j'aurais aimé, mais on peut pas discuter de tout. Hein. J'aurais aimé discuter avec Renaud du bouquin de Nicolas Dumont, Clinique des abductions, et de façon générale des abductions. Mais il faut faire des choix, et je voulais aussi quand même qu'on n'oublie pas l'ufologie. Du coup, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle série Showtime, produite par J.J. Abrams et sa société Bad Robot, pour ceux qui Oui, sont un peu fans des productions J.J. Abrams. Lots. Donc, sa série UFO, hein, Unidentified Flying Object, série, évidemment, comme son nom l'indique, consacrée au phénomène OVNI, dont la diffusion a débuté donc, sur la chaîne Showtime le 8 août prochain. Alors, comme il faut faire bref, je vais essayer de vous donner envie de voir cette série. Donc, alors, c'est 4 épisodes qui ont été réalisés par Mark Monroe et Paul Crowder. Alors, qui se penchent sur la fascination suscitée par les ovnis, sur la vie extraterrestre, évidemment sur le gouvernement américain, et puis certaines sociétés privées issues du fameux lobby militaro-industriel, dont on parle beaucoup ces temps-ci, associé évidemment au phénomène OVNI, bien sûr de l'armée, du secret autour de l'ufologie. Alors, c'est une série qui revient aussi particulièrement, qui part pour base, hein, évidemment, sans surprise, du fameux article du New York Times qui date de 2017. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir un petit peu l'avis de Renaud là-dessus, parce que, alors, c'est vrai que l'ufologie, c'est un sujet à part dans le paranormal, mais enfin, ça relève complètement, hein, à mon sens, hein, quand même du champ du paranormal, dans le sens où, ben, voilà, ce sont des faits que l'on peut constater, qui sont tangibles, en tout cas qui sont autour de nous, qui sont vécus par des expérienceurs, par des témoins, mais que la science évidemment n'explique toujours pas. Donc de ce point de vue-là, ça peut relever tout à fait de la sphère du paranormal. Et bien sûr, donc, le point de départ, hein, c'est ces fameuses révélations du New York Times. Je vous lis quelques lignes du synopsis. Au fur et à mesure d'une conversation de plus en plus étrange, appuyée sur des enquêtes crédibles, portant sur des rencontres avec des aliens, UFO posera les questions les plus énigmatiques sur le sujet. Pourquoi croyons-nous ce en quoi nous croyons? Quelle est cette vérité qui nous échappe au-delà de ces décennies de mystère? Précise le communiqué. Alors, ce qui est très intéressant, c'est comment la série montre un petit peu l'obsession historique, hein, de l'Amérique pour les extraterrestres. Moi, dans mes bouquins, j'ai développé une théorie là-dedans. Je pense que le sol américain, ça a été le lieu du plus grand génocide de l'histoire. Donc les Américains, plus que tout autre peuple, sait très bien ce sur quoi peut déboucher le contact. Donc ils ont cette hantise finalement de l'altérité, tout comme finalement les Européens qu'ils étaient, les Espagnols, les Portugais qu'ils étaient, ont un jour débarqué sur le continent américain, où il y avait à l'époque, hein, au XVe siècle, 150 millions d'Américains, je parle d'Indiens d'Amérique, je parle sous le contrôle de notre universitaire. et de mémoire, je crois qu'ils sont plus que 15 ou 20 millions aujourd'hui, donc il y a quand même bien eu ce qui peut s'assimiler à une forme de génocide, même si sur le terme on pourra discuter. Et du coup, je pense qu'il y a ce rapport particulier à l'idée de l'invasion, à l'idée de l'altérité qu'incarne parfaitement l'extraterrestre. Donc, alors, pour dire 2 mots sur la forme, c'est par contre beaucoup plus réussi que ce qu'on a pu connaître sur Netflix dernièrement. La série qu'on a évoquée dans un autre épisode du Midi Planète, c'était pas très dur. Donc là, on est quand même, c'est J.J. Abrams, donc on est quand même dans une réalisation qui est assez soignée, épurée. On a des intervenants qui sont de qualité, Leslie Keane, qui sont intéressantes, George Knapp, Diana Pasulka, qui est professeure à l'Université de Caroline du Nord. Bon, le fameux gouverneur Fife Symington, puisque la série s'arrête longuement sur les fameuses lumières de Phoenix. John Greenwald, bien sûr, fondateur de Black Vault. Donc, vraiment, la forme est plutôt maîtrisée. Il y a des intervenants intéressants.
L'épisode 1, on est beaucoup sur le contexte général, on a des experts, on a donc les lumières de Phoenix ou un incident plus récent de 2007 à O'Hare qui m'a assez fasciné, où les employés de l'aéroport ont été témoins. Vraiment, là, le cas a été documenté par des films, des communications audio enregistrées de la tour de contrôle du trafic aérien. Gigi m'appelle, il me dit arrête de spoiler les épisodes. C'est mal ce que tu fais. Voilà. Les gens qui nous ont vu. Mais je spoil un peu quand même, il faut. L'épisode 2, là, on a beaucoup George Knapp qui s'occupe des ovnis depuis les années 80, dont on a beaucoup été amené à parler. Ils évoquent aussi les travaux du NIDS que Renaud Évrard doit connaître aussi parfaitement, et le fameux Ranch Skinwalker, hein, qui est aussi évidemment pleinement dans la geste ufologique, puisque il y a des phénomènes paranormaux, mais il y a aussi des phénomènes qui peuvent tout à fait se connecter à la geste ovnienne. L'épisode 3 s'intéresse à un point de vue sceptique, à la question de la désinformation d'État aux États-Unis, à l'utilisation qu'a fait l'espionnage, hein, les centrales de renseignement de ce phénomène. Ça sera intéressant, là on pourra connecter à la vision à distance, parce que là on rentre complètement dans les arcanes de la CIA pour le coup. Et puis l'épisode 4 est beaucoup plus centré sur le phénomène des abductions et sur la figure tutélaire de John Mack, qui lui aussi, c'est intéressant, lorsque j'entendais Renaud parler tout à l'heure, a beaucoup aussi soulevé de questions épistémologiques finalement au travers de ses travaux. C'était presque aussi intéressant que ses travaux sur les abductions, finalement la controverse qu'il a pu susciter. Il faut savoir que John Mack était un ami de Thomas Kuhn, grand philosophe des sciences, grand épistémologue, et donc il a beaucoup travaillé sur toutes ces questions-là. Voilà, je ne m'étends pas plus, c'est à voir, c'est très intéressant, c'est un point de vue assez inédit et assez équilibré. Donc il faut voir ça, même si je ne crois pas que ça a été encore diffusé en France, donc ça se trouve par d'autres créneaux. Voilà. Tu t'en vas, Pascal ? Excusez-moi, je suis en ubiquité. Voilà. Je fais parce que je faisais finir l'autre émission, effectivement. Renaud, est-ce que vous l'avez vu cette série ? Bah non, pas du tout. Voilà. Là, il faut pas surestimer ma culture ufologique non plus. Hein. C'était une question. J'ai des loupés là, dans tout ça. Je vois qu'il y a Abrams, un héritier de Spielberg, etc. Donc on est aussi sur ces thématiques qui sont très prenantes. Moi, je me rappelle d'un colloque en 2016 où j'avais rencontré un candidat député américain et qui expliquait que dans son programme, dans ses promesses de campagne, il mettait justement le fait de faire sortir ces archives UFO. Voilà. Et c'est vrai que c'est un argument qui porte complètement aux États-Unis. Hein. Si un candidat à la présidentielle 2022 avançait cet argument, je pense qu'il serait ridiculisé, alors que là-bas, ça lui faisait gagner beaucoup de voix. Et puis, je vois. On l'a vu en France. Tu as parlé un petit peu de l'article du New York Times de 2017, puis également finalement de ce programme secret. Donc, c'est aussi en lien avec Bigelow, qui est donc ce personnage milliardaire, millionnaire, je ne sais pas, milliardaire, sûrement très énigmatique, qui, là, récemment, a fait parler de lui plutôt avec un appel à la candidature pour un essai contest, enfin, voilà, un concours d'écriture pour faire une sorte de résumé des preuves en faveur de la vie après la mort. Donc, il a plein de chevaux de bataille, on va dire, hein, et celui-là, il a donné $500 000 au premier prix, etc. Donc, effectivement, c'est pas mal pour attirer l'attention. J'ai appris aujourd'hui que la cérémonie serait fin novembre, début décembre, avec les médias, etc. Donc, attendez-vous d'ici la fin de l'année à savoir qu'il y a une vie après la mort, vu que ça doit être prouvé, visiblement. Sinon, on ne donnerait pas autant d'argent à quelqu'un. Est-ce que tu y participes, Renaud ? C'est la question à $500 000. Alors, indirectement, pas par conviction personnelle, mais en fait parce que Bertrand Meest a pris cette question, l'a travaillé avec ses outils à lui, ses connaissances historiques, ses connaissances des dossiers de la métapsychique, et donc il a soumis un essai. Parce qu'il faut savoir que la retraite de professeur de philosophie de lycée
c'est moyen. Ça serait pas mal, en fait, on ne crachera pas dessus. Hein. Même les derniers prix sont 50 000 $, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun concours de nouvelles en France qui rapporte autant. Donc, donc, je l'ai aidé à composer son texte et à le traduire, en fait. Voilà, j'ai simplement soutenu comme ça. Il y a d'autres Français sur le coup, hein. Je ne peux pas vous donner les noms, mais voilà, il y aura du français dans le contest. Dans le Nice Contest, effectivement. Bon, après, moi, on en avait discuté début d'année avec Patricia Daré. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode pour faire avancer le domaine? C'est une question, hein, j'ai pas la réponse, mais je sais pas, Renaud, ce que vous en pensez. De dire, je mets 500 000 sur la table, est-ce que c'est l'argent qui peut faire avancer le domaine? Enfin, voilà, c'est une vraie question, quoi. Surtout que ça finance pas en soi des recherches, Exactement. mais ça finance une prose, en fait. Une rédaction. C'est très particulier. Je me demande vraiment quel degré de conviction on peut acquérir en lisant un article de 25 000 mots. Ouais. Non, mais c'est clair. Bon, puis soyons clairs, moi je pense que Bigelow a été quand même fortement ébranlé, et on peut le comprendre par le décès de son épouse, qui est pas très très vieux, hein, et je pense qu'il a déplacé son centre d'intérêt des ovnis à la survivance après la mort. Alors, il a toujours été fasciné par les deux questions. Hein. Lui, il dit toujours, et depuis longtemps dans les interviews, que les deux trucs qui le fascinent, c'est est-ce que les ovnis sont une réalité, et y a-t-il une forme de survivance de la conscience après la mort? Et d'ailleurs, c'est une convergence qu'on va retrouver, puisque dans le jury, il y a Leslie Keane, dont tu as parlé, qui fait les deux, et également Jeffrey Kripal, qui fait les deux, hein, qui est un philosophe des religions au Texas, et qui travaille sur vraiment les liens entre ufologie, parapsychologie, et études des religions, donc c'est vraiment très intéressant. Oui. Mais c'est vrai, encore une fois, je dis souvent, est-ce que c'est pas qu'une question d'étiquette, quoi? Est-ce que c'est pas la même chose dans le bocal, mais on change le nom, quoi? Voilà. Enfin, c'est une vraie question, il y a des fortes connexions, mais effectivement, ça crée quand même des communautés qui ont une certaine étanchéité parce que il y a des connaissances communes qui vont manquer. Hein. Il y a des passerelles qui ne sont pas toujours faites. Celui qui a été le pont, finalement, depuis toujours, entre et la parapsychologie scientifique et l'ufologie, c'est Jacques Vallée, parce que ça a été un compagnon de route de Hal Puthoff à l'époque où il était vraiment très focalisé sur justement les expériences de vision à distance dont on va parler, et beaucoup d'autres choses ayant trait à la médiumnité, au paranormal de façon générale. C'était un rosicrucien. Donc finalement, moi je trouve que c'est rigolo, parce que ce personnage de Jacques Vallée, c'est un syncrétisme finalement assez troublant de finalement cet intérêt qu'avaient beaucoup de gens à l'après-guerre pour un petit peu l'ésotérisme, l'occulte, l'ufologie, le paranormal. C'était un scientifique pur jus aussi. C'est rigolo parce qu'il a toutes les casquettes, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de vraiment bien particulier dans cette étude-là. Oui, alors bon, il y a Aimé Michel, je ne sais pas à quelle place on va le mettre, Bertrand Meust, dont on a déjà parlé. Qui est une très haute place, Meust aussi. Ils ont aidé à faire les liens. Récemment, je pense qu'on peut la retrouver sur YouTube, il y a George Hansen qui a fait une grosse conférence sur justement les liens entre ufologie et parapsychologie, si ça vous intéresse. Mais globalement, on est plus sur l'idée qu'il y a une science qui est l'anomalistique. On va s'intéresser en science à la frontière haute qui est en contact avec l'inconnu. Et là-dedans, finalement, c'est simplement la convergence des gens qui ont la curiosité, le souci de la rigueur méthodologique. Et voilà, c'est ça qui fait avancer. Donc, un parapsychologue qui dit ce qui se passe en ufologie, c'est nul, ça sert à rien, on ne regarde pas. Je pense qu'il se décrédibilise par rapport à l'épistémologie qui, normalement, guide son action. Tout à fait. Oui, parce que finalement, un récit d'abducté, c'est une expérience exceptionnelle, au même titre que la vision d'un défunt. De la Vierge. Oui. Là, c'est le point de vue finalement du récit subjectif, de la narration. Et là, à ce moment-là, on peut tout écouter. Je pense que ce qui va gêner les parapsychologues, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de discuter de réplication multicentrique en laboratoire, d'expériences extrêmement précises avec des analyses statistiques, et on attend toujours d'avoir une réplication d'OVNI, une provocation même d'OVNI dans des conditions contrôlées. C'est une ambition, hein. Certains travaux récents vont là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'est plus dans le même degré finalement de provocation de la communauté scientifique quand on est capable, qu'on prétend être capable de produire des preuves et pas seulement d'être dans la récupération peut-être un peu passive de témoignages spontanés collectés à gauche à droite.
C'est une vieille affaire, puisque déjà, tu sais, Renaud, que Pierre Viroudi, ces ovnis qui annoncent le surhomme, voilà, prétendait faire apparaître les ovnis. Aujourd'hui, Fabrice Bonvin, finalement, est sur cette ligne complètement, aux côtés de gens comme Steven Greer. C'est très particulier comme domaine d'étude. Moi, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut en penser, mais c'est intéressant. Ah, ça changerait plein de choses. Ça changerait plein de choses. Si l'OVNI pouvait être mis en laboratoire, j'ai un peu de mal à y croire, mais pourquoi pas. Ouais. Parce qu'en fait, la définition, il y a une définition du terme expérimentation qui est observation provoquée. Voilà, à partir du moment où on a une observation provoquée, et que l'ufologie soit expérimentale, c'est plus la même science en fait. Non, c'est vrai que c'est vraiment le cas des RR5 d'essayer de provoquer, on va dire, à volonté, ou en tout cas avec intention, un contact. Donc, moi, pour répondre à Thibaut, je crois qu'il faut regarder ça de façon ouverte, pas naïve, mais ouverte, et voir effectivement si ça peut mener à un protocole quelconque, qui soit contact avec autre chose, ou simplement explication interne. C'est en parapsychologie, il y a quelques années, une décennie, je dirais, on a fait ça avec le phénomène de poltergeist. Parce que en parapsychologie, ce phénomène-là, c'est un phénomène spontané. Les gens vont nous appeler, dire voilà, il se passe des trucs chez nous, les objets ont bougé, etc. Puis on arrive souvent 20 ans après la guerre, et puis il n'y a plus rien, et puis bon, voilà. Et là, par exemple, Chris French et son équipe, ça a été publié dans Cortex en 2009, ils ont, en laboratoire, créé une pièce qui était censée réunir certaines des conditions facilitant les expériences de hantise, et en mettant les gens dedans pendant 50 minutes, etc., il y a eu beaucoup de participants qui ont eu toutes les sensations de la hantise. On fait ça aussi avec le psychomontaion et des choses comme ça. Et donc, du coup, ça inverse un peu la donne parce qu'on va aller rechercher à capturer finalement ces expériences dans des contextes naturels. Ouais, complètement. Je vous propose, parce on pourra en discuter encore très 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 longtemps, mais je vous propose qu'on avance un petit peu dans l'émission. On est toujours dans la rubrique Actu Nouveauté, si je dis pas de bêtises, et c'est Julie, si mon pilote est bon, cette fois-ci, c'est Julie qui va nous parler d'une série qui est passée sur Netflix et qui s'appelle Mon amie Adèle. Oui, exactement. Donc, on reste sur les séries Netflix. Alors, je vais être un peu plus bref que Thibaut, dans le sens où... déjà, c'est une mini-série, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y a que 6 épisodes. Donc, c'est une série qui a été mise en ligne le 17 février 2021. Donc, Mon amie Adèle est une mini-série anglaise, adapté du thriller psychologique de Steve Lightfoot et du roman de Sarah Pinborough, désolé pour l'accent anglais, édité en 2017. Donc je vais essayer d'être brève et de ne pas spoiler encore une fois parce que la série est très courte et la fin arrive assez rapidement. Est-ce qu'elle est morte ? Bon, je ne dirai rien. Donc l'histoire débute au travers du personnage de Louise, qui est une mère célibataire et qui aura une liaison avec un psychiatre qui s'appelle David, qu'elle rencontre dans un bar et qu'elle reverra dans son environnement professionnel par la suite, puisqu'en réalité, elle va devenir son supérieur. Dans le même temps, elle se lie d'amitié avec la femme de David, qui s'appelle Adèle. Donc le couple, dont l'aspect extérieur semble parfait, cache en réalité de terribles secrets. L'un serait lié au passé d'Adèle, dont les parents sont morts dans un incendie. D'ailleurs, plusieurs flashbacks, et il y en aura pas mal de façon régulière tout au long des épisodes. Donc, des flashbacks nous apprennent qu'elle a séjourné dans un hôpital psychiatrique et qu'elle s'est liée d'amitié avec un certain Rob. Donc au fil des épisodes, on finira par comprendre que Louise et Adèle sont liées. Elles ont le pouvoir de sortir de leur corps et de se projeter astralement. Donc voilà en fait la manière dont Adèle manipule et terrorise donc David et Louise, mais il y a un twist. Pendant son séjour en hôpital psychiatrique, c'est Rob qui apprend à Adèle à se projeter astralement et même à échanger son corps avec une personne dotée des mêmes pouvoirs. Donc je vais m'arrêter là, parce que la fin... Tu devais pas spoiler. Pardon ? Tu devais pas spoiler. Non, mais je m'arrête là après, voilà. Mais bon, Géraldine a vu la série, après je sais pas si vous l'avez vue, mais c'est assez sympathique, c'est une série à voir. Oui, effectivement. Géraldine, tu l'as vue ? Oui.
Oui, je Bah, c'est- confirme, c'est à voir. Ok. J'en dis pas plus. Je sais pas si tu l'as vu. Non, non, j'ai pas vu. Julie m'en avait parlé. Il faut que je regarde ça. Bon. D'autant que moi, je m'étais beaucoup intéressé aux travaux de Sylvie de Tiolas que Renaud Évrard Oui. connaît sans doute très bien. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de lui demander son avis sur ses sorties de corps. Parce que j'ai l'impression que là, cette histoire de Fraisse, il n'y a pas beaucoup d'équivalent. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez... Là, pour le coup, c'est une anomalie dans la recherche parapsychologique. Un peu ce qu'a fait De Tiolas avec son institut des sciences noétiques. Qu'est-ce que tu en penses, Renaud, toi? Quel regard tu portes sur ça? Moi, j'ai pas vu la série. Non, mais oui, alors, moi, je veux pas faire de gaffe parce que j'ai l'impression d'en avoir fait. Euh, En fait, j'avais entendu parler de cette expérience depuis très longtemps, hein. Des gens comme Yves Lignon et tout disaient qu'il fallait vraiment jeter un œil parce qu'il se passait des choses. Et quand le livre est sorti, il y a eu effectivement une bonne campagne médiatique autour de sa publication. Et en fait, en tant que chercheur, bon, moi j'ai beaucoup apprécié déjà ce qu'ils ont fait parce que travailler 10 ans avec une même personne en prenant vraiment en compte son écologie, sa trajectoire de vie avec les problématiques qu'il avait personnelles, bon voilà, ils ont vraiment fait un truc très humain en qualité de recherche. Simplement, à un moment, ils ont un protocole qui leur a été un petit peu imposé par leur financeur pour essayer d'avoir des statistiques carrées de diminution avec des images cachées dans les enveloppes. Le problème, c'est qu'en lisant le protocole tel qu'il avait été publié dans le livre et puis également dans un article publié dans une revue interne, mais c'était la même chose, j'ai trouvé que la qualité méthodologique était assez médiocre, qu'il y avait plein d'endroits, plein de fautes en fait, qui auraient permis à des gens qui voulaient tricher de tricher. Et c'est pas du tout, je ne dis pas qu'eux l'ont fait, mais c'est-à-dire que si on reproduisait l'expérience, on pourrait avoir les mêmes résultats en trichant. Parce qu'il manquait des contrôles et parce que c'était finalement assez amateur comme domaine de recherche. Et le problème, c'est que cette étude n'avait pas été publiée, n'avait pas été soumise à une vraie revue scientifique, et c'est juste publié dans un livre, et c'est diffusé comme ça, avec des chiffres qui sont sortis dans des articles de vulgarisation, qui viennent soutenir derrière en fait des discours spirituels de preuves qui est fait, de l'esprit peut sortir du corps, etc., alors qu'on n'y était pas du tout en plan scientifique. Et le problème, c'était, à un moment, j'étais sur ce dilemme-là. Il y avait les sceptiques qui commençaient à dire toutes les atrocités possibles par rapport à cette étude, mais simplement de facto, comme ça, de façon très prématurée, en disant, c'était que des menteurs, que des tricheurs, n'importe quoi, sans analyser le protocole. Et au lieu d'attendre qu'un sceptique nous dise, mais vous voyez bien que c'est n'importe quoi, j'ai préféré expliquer poliment et gentiment ce qui n'allait pas, poser des questions d'ailleurs, même aux expérimentateurs, parce que bon, il y avait des détails de méthodologie. Voilà, on nous dit que les images sont mises dans des enveloppes opaques. Bon, bah, c'est quel type d'enveloppe? Voilà, tout simplement, c'est quoi votre matériel? Bon, bah, en fait, c'est du papier craft que vous pouvez acheter n'importe où. Et donc, une enveloppe opaque, elle a une opacité relative, c'est-à-dire, par exemple, si vous la mettez à la lumière, elle est plus opaque. Si vous mettez de l'eau dessus, elle est plus opaque. Et donc, il y a toujours des possibilités de voir ce qu'il y a à travers. Et surtout, ce qu'il y avait à travers, c'est une image très simple, avec un code marqué, il y a marqué A3 par exemple, en bas à droite de l'image. Donc il y a des possibilités, mais folles, hein, complètement allumées, hein. Mais en parapsychologie, on devient un peu parano pour tricher, pour voir le contenu de l'enveloppe sans utiliser de capacité de clairvoyance. Donc ça, c'est un aspect, ça s'est mal passé parce que du coup, je suis apparemment détestée en Suisse, je ne pourrais pas avoir un compte là-bas ou quoi que ce soit. Et puis, même des gens de la communauté parapsychologique me sont tombés dessus en me disant que je faisais le jeu des sceptiques, voilà, que c'était pour me mousser au niveau universitaire, alors que je pensais en fait simplement aider la science à faire le tri quand c'est nécessaire. Et puis, ce que je m'encourageais à faire, c'était qu'on reproduise cette expérience avec des meilleures conditions. Et c'était une attente qu'ils avaient eux aussi. Et on leur a proposé, on leur a dit, bah, envoyez-nous Nicolas. De toute façon, on connaissait déjà un petit peu. Envoyez-nous Nicolas à Nancy. Nous, on le teste. On a le labo, on a l'équipe universitaire, on a tout ce qu'il faut. Mais on ne l'a jamais vu. Et on le verra jamais. Et c'est ça qui est très problématique, c'est qu'un peu, il y a un effet, on cultive la poule aux œufs d'or. Et là, du coup, ça pose des problèmes de gens qui font de la recherche sur le paranormal sans faire partie d'une communauté scientifique, véritablement. Il en existe, même si on peut considérer qu'on est un peu marginal en parapsychologie, mais il y a quand même des réseaux, il y a quand même
des colloques, il y a quand même des journaux qui sont publiés régulièrement, etc. Bon, voilà, donc il y a une critique entre pairs qu'il faut accepter, qui fait partie du jeu. Moi, mes articles, ils se font balader par des critiques en permanence, c'est le jeu. Mais là, ils n'ont pas vraiment joué à ça. Et après, du coup, ça gâche un peu l'expérience, parce qu'elle est superbement intéressante, surtout que pour ce sujet-là, en particulier, il y a un moment où il a fait un truc qu'il ne fait pas d'habitude, il a entendu une voix, et cette voix a fait des devinettes, et les devinettes lui ont permis apparemment de donner les réponses de ce qui se passait dans l'enveloppe. Et ça, c'était absolument génial. C'est pas du jamais vu. En fait, parce que on a déjà des exemples comme ça en 1920 avec un voyant qu'on appelle Pascal Fortuny. C'est pas son vrai nom, c'est Georges Cochet. Mais c'était déjà comme ça. Il avait des sortes de poèmes qui lui sortaient. C'était un homme de théâtre également, un homme de lettres très, très, très fourni. Et en fait, ces divinations se faisaient sous des façons très, très mélodieuses. Et donc voilà, il y avait des choses comparables, sauf que là, on ne sait pas, on n'a pas une garantie de l'assurance des preuves obtenues, quoi. C'était pas le cas avec Alexis Didier aussi, ce type de procédé un peu comme Fortuny. Oui, et en fait, c'est très très courant, c'est-à-dire que les voyants accèdent à la cible, hein, c'est Bertrand Russell qui décrit ça dans Les Miracles de l'Esprit, en utilisant notamment des connexions métaphoriques. Hein, c'est un peu parfois comme quand vous essayez de vous souvenir de vos rêves ou d'un truc que vous avez sur le bout de la langue mais vous ne savez plus quoi, ça va être par des contiguïtés, des associations que vous arrivez à retrouver. Alors, bon, lui, je sais que c'est pas lui, mais par contre, il a un lien avec ma cible, etc. Et donc, ce type de jeu de langage, jeu de mots, c'est très très courant dans les divinations. Julie, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur cette série ? Non. Non, je préfère Moi, j'avoue que, je te l'avais dit, hein, je la trouve un poil longuette dans sa... Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de bagarre, c'est pour ça. Oui, chacun son Ça point de donne vue. envie, en tout cas. Il n'y a Moi, ça pas me la donne envie de la bagarre. voir. Non, c'est à voir, mais c'est vrai que je pense que ça aurait mérité parfois un petit peu de... Mais bon, voilà, après, c'est peut-être ça qui fait le charme de la série aussi. Hein, donc, mon amie Adèle, à voir sur Netflix. Ouais, il y est toujours, hein, elle est sortie il y a quoi, 2-3 mois maintenant. Oui, février, Ouais, mais- donc C'est mars, vrai. avril, mai, ouais, bah non plus, ouais. Donc déjà un petit Abonnez-vous. moment, mais... Abonnez-vous à Netflix. En plus, il y a une super série sur les ovnis. Pas vrai, Thibaut ? Ouais. Ouais. Moi, j'ai été de ceux qui l'ont plutôt défendu, donc ouais. Ouais, on nous a dit que vous avez été sympa au final. Géraldine, alors Géraldine, Ouais. c'est la surprise, puisque je n'ai pas de... Oui, tu Je n'as n'ai pas pas, je le ne sais nom. pas, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler en Eh actu. ben, je vais vous parler d'une prochaine sortie, là, bientôt, donc le 15 septembre. C'est du film Dune, qui dure Dune environ... Oui, donc du Canadien donc Denis Villeneuve, qui en a réalisé d'autres, hein, qui a réalisé d'autres films, donc par exemple Blade Runner 2049, qui je pense était plutôt une Daube bonne Non, pardon. réalisation. Un très bon film, pardon. Alors à l'origine, c'est une adaptation d'une série de romans en 63 de l'écrivain Frank Herbert, né donc à Washington en 1920, puis d'un livre en fait Dune qui a été publié en 1965. Donc cette histoire a également inspiré un réalisateur chilien, Alejandro Jodorowsky, complètement illuminé. Je ne sais pas si vous avez vu un de ses films. Qui lui voulait créer un prophète avec des acteurs donc improbables. Il y avait Salvatore Dali, Orson Welles, David Carradine, Amanda Lear, Mick Jagger aussi. Et donc ils ont quand même commencé à faire beaucoup de dessins, mais le film n'a pas vu le jour faute de distributeur. Mais il existe un documentaire qui raconte le début et la fin de cette aventure qui était démesurée. Incroyable. Qui s'appelle le Jodorowsky's Dune. Je suis pas très bonne. À voir absolument ce documentaire. Exceptionnel. Moi, j'ai hâte de découvrir comment ce monde, donc, parce que c'est très riche, ça va être restitué avec les décors, les scènes, les costumes. Quand on voit ce qu'a fait aussi David Lynch en 84, avec un mélange entre, il y avait les costumes, les coiffures, donc il y avait médiéval, biblique, les mondes imaginaires, des personnages complètement loufoques, c'était déjà assez incroyable. Donc je vous rappelle un peu l'histoire, mais donc nous sommes en l'an 10191, donc l'univers est géré par une guilde spatiale, donc il y a déjà un peu une lutte de pouvoir.
On découvre des hommes qui développent des capacités mentales et psychiques grâce à une substance appelée l'épice ou le mélange qui accroît donc la longévité, qui permet d'augmenter le champ de conscience, de voyager dans l'espace. Mais ce produit est rare et n'existe que sur une seule planète, donc Arrakis. Donc cette planète, c'est une planète de sable qui est envahie de vers géants où il ne pleut pas. Et en fait, les habitants de cette planète, ils attendent, qui s'appellent les Fremen, se cachent. Ils attendent un homme capable de changer l'histoire, de leur histoire en fait, de façon à qu'il leur redonne le contrôle de l'épice. Un style un messie qui est interprété en fait par Timothée Chalamet, donc qui est le personnage principal, Paul Atreides, qui va devenir ce prophète tant attendu, les vers vont lui obéir, la nature aussi. Enfin, on découvre avec lui cette planète, ses habitants, son cheminement vers l'éveil. C'est un peu ça, hein, c'est biblique un petit peu, je trouve. Et donc, je pense que ça va être, vu l'époque maintenant dans laquelle on vit, avec tous les moyens qu'on a, je pense que les personnages vont nous entrer dans une épopée fantastique et à mon avis, on va en avoir plein la vue. Enfin, je ne l'ai pas vu, parce qu'il n'est pas encore sorti. Ah oui. Donc, je pense que c'est vraiment un film à voir. Voilà. Bon, Dune Villeneuve, Contact quand même, hein, qui à mon avis est le meilleur film sur le sujet quand même. Hein. Enfin, niveau langage et autres. Contact, ouais. Il faut dire quand même en complément de ce qu'a dit Géraldine que le Dune donc, de Villeneuve a été diffusé à la Mostra de Venise. Oui, et il y a eu, alors il faut y voir peut-être un signe de la qualité du film. Il a eu une standing ovation qui a duré 8 minutes. Ce qui n'est pas si courant que ça, même à la Mostra. Donc le film apparemment a fait très 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 forte impression à ceux qui ont eu la chance de le voir. Voilà. Ok. Non, moi je vous admets que c'est le jour où il sort, j'y suis, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je sais pas s'ils vont faire la même scène avec le duc Leto et son fils quand il lui dit le dormeur doit se réveiller. Ça c'est quand même la gifle. Je crois que j'ai saigné du nez quand je devais avoir 12 ans quand c'est sorti. Non, film énorme, effectivement, sur l'éveil, sur plein de choses. Renaud, vous, c'est un film, bon, on a à peu près le même âge, je pense. C'est un film que vous avez vu peut-être au cinéma quand vous étiez plus jeune. Non, il est beaucoup plus jeune que toi, Renaud. Ah merde, c'est vrai. Non, parce que je connais pas exactement l'âge de Renaud, mais Pascal et moi, on est de 73, et je suis à peu près sûr que si tu veux, il doit avoir bien 10 ans de moins que nous. Ah bah, il n'a pas vu au cinéma alors, hein, c'était pas possible. C'était pas possible. Non, okay. mais Dune, j'aime bien. J'avais vu le documentaire avec Jodorowsky. Ouais. Ça avait l'air effectivement passionnant son projet. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas donné mieux. Après, Jodorowsky, il a d'autres aspects assez limites dans ce qu'il pratique, dans ce qu'il vend, limite gourou. Mais là, oui, j'ai effectivement hâte aussi de voir ce nouveau film. Effectivement. Est-ce que tu es fan de science-fiction, Renaud, de façon générale, en tant que lecteur? Est-ce que c'est un genre que tu aimes bien? Alors, c'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai du mal à enlever le parapsychologue qui analyse la qualité argumentative. Et là, du coup, comme c'est souvent dans l'excès que finalement, pour eux, tout est gratuit, télépathie c'est gratuit, il n'y a aucune limite, aucun pouvoir, et plus on montre de monstres, de fantômes, de trucs horribles, plus ça va dans le thème. Bah, moi, des fois, je sature tout simplement à ce niveau-là. Mais on va en parler un peu de science-fiction, de tout ça. Ouais, effectivement. Géraldine, il sort quand le film 15 septembre. Fin septembre 15, le 15. Ah, mais c'est cool. C'est la semaine prochaine. Ouais, je sais ce que je fais le 15 septembre, alors. Je sais ce que je fais. Il devrait y avoir un deuxième film, en plus. Ah bah, de toute façon, Dune, c'est quelques livres, hein. Plus son fils qui a repris le flambeau, plus le préquel avec les Bene Gesserit, parce qu'en fait, Dune, tout est là. Hein. C'est les Bene Gesserit qui jouent aux apprentis sorcières avec les gènes des uns des autres, parce que c'est ça la finalité. Hein. Enfin bon, ouais, film super profond, effectivement. Je me suis toujours demandé s'il l'avait écrit en état éveillé ou en état second, ce livre. Mais bon, ça c'est une autre question aussi. Vous savez, c'est un peu comme dans Star Wars qui commence... ça, personne ne le dit, mais Star Wars, ça commence quand même...
par la phrase « il y a très très longtemps, très loin dans une galaxie ». C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde Star Wars, Lucas nous le vend comme quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Voilà, donc c'est... Enfin bon, c'est vrai qu'on ne le relève pas, on voit ça dans le futur, mais pour Lucas, c'est dans le passé, effectivement. Julie, est-ce que tu vas aller le voir Dune ? Oui, alors peut-être pas à la sortie, mais oui, très certainement. Ouais. Ouais. Thibaut ? Ah ouais, c'est sûr. Non, bah, moi, je suis fan de Denis Villeneuve. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Et puis, comme les gens de notre génération, Pascal, pas les plus jeunes qui nous entourent, on a été marqué par le Dune de Lynch, tout simplement. Oui. Et qui est peut-être pas le David Lynch qui a le mieux vieilli au final. Et qui reste quand même un film qui avait fait date, quoi, qui avait fait sensation, qui était visuellement, scénaristiquement très très intéressant. Donc ça va être chouette de voir ce qu'en fait Denis Villeneuve aujourd'hui. Voilà, c'est le genre de film qui peut ressortir, je pense, tous les 30 ou 40 ans avec une nouvelle vision. Oh, il y a eu des téléfilms après qui étaient bien pourris quand même. Hein. Oui, J'en ai un en DVD, je l'ai jamais regardé en entier tellement il était bidon, hein. Enfin par rapport au film quoi. Enfin moi dans Dune, ce que j'ai toujours aimé, c'est quand ils tuent avec la voix, là, quand ils utilisent des modules de voix, ça c'est top. Alors après je criais sur les gens pour voir si ça marchait, mais ça faisait pas. Ça après, fait de harcèlement moral, non tout ça tu perces les pustules du baron aussi, c'est sympa. C'est... Alors cette scène où il enlève l'espèce de truc, le truc sur du gamin et qui se vide de son sang, là par contre j'avais un peu la gerbe quand même quand j'ai vu ça, mais bon voilà, on va voir un petit peu comment. Je crois que c'est le gros catcheur là qui joue le baron Harkonnen, je sais plus comment il s'appelle, qui a joué dans... Non, c'est pas The Rock. Le gars qui a joué dans le Netflix Army of Dead ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Enfin, ça va être sympa à voir, je pense, effectivement. Bon, allez, on va attaquer la séquence culte. C'est Julie qui nous la présente avec le film Lucie de Luc Besson qui a été tourné en 2014 et je voyais ça plus loin. Lucie, effectivement, un film. Julie, on te laisse le présenter. Bon, juste avant de parler du film, enfin du sujet principal du film, je vais juste faire une petite aparté concernant Luc Besson. Luc Besson qui a un petit peu perdu de sa superbe depuis quelques années sur le plan à la fois cinématographique et personnel aussi, hein, parce que il y a eu plusieurs petits scandales qui lui collent un peu à la peau, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors qu'il était quand même, il était plutôt considéré dans les années 90 surtout. Mais bon, soit. Donc ce film Lucie, malgré la critique et les avis de certains, il a malgré tout été un joli succès avec un peu plus de 5 millions d'entrées en France, notamment. Oh, quand même. C'est plutôt pas mal quand même. Oui, Kaamelott est à 2,5 millions, hein, donc oui, 5 millions, c'est quand même très raisonnable. Ça se défend. Ah oui, je ne savais pas qu'il en avait fait autant. Oui, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais revenir sur le titre. Donc pourquoi Lucie Lucie pour la femme préhistorique, la première et notre point de départ. Donc au niveau du film. A contrario, la Lucie du film, elle, sera notre point d'arrivée. On peut voir ça comme ça. C'est vrai. Lucie pourrait également ou aurait pu s'appeler Ève dans le sens où dans l'histoire elle cherche à savoir. Donc cette femme en fait nous montre quelque part nous montre la voie en fait en nous faisant prendre conscience du chemin qui nous reste à parcourir. Donc je vais revenir sur le film en lui-même, je vais essayer de faire point par point et je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc pour essayer de résumer, on a un personnage principal central donc qui se nomme Lucie Miller et qui vit à Taïwan. Donc tout démarre de là. Donc Lucie se fait kidnapper par la mafia coréenne qui va se servir d'elle comme d'une mule pour passer de la drogue à l'étranger. Donc en lui insérant dans le ventre des sachets de drogue appelés CPH4. Donc c'est une drogue de synthèse puissante de couleur bleue.
Entre-temps, Lucie se fait intercepter par un autre gang qui va la rouer de coups, et notamment de coups de pied au niveau du ventre, qui va libérer donc cette fameuse drogue CPH4 dans son organisme. S'ensuit donc une overdose, qui, à l'inverse en fait de tuer Lucie, l'aide à développer l'usage de son cerveau au-delà des 10% communément utilisés, et justement on reviendra sur ce point un peu plus tard. Donc cette faculté, d'ailleurs démontrée donc, dans le film par le biais du neurologue Samuel Norman, donc, qui est joué par Morgan Freeman, tendra vers la conclusion que nous, en tant qu'hommes, nous croyons au-dessus de tout, mais ne sommes finalement pas si différents du primate. Dans tous les cas, Lucie développe des connaissances cérébrales qui vont lui permettre d'échapper aux mains du gang. Elle va ensuite prendre connaissance des travaux du neurologue dont je viens d'évoquer le nom, et elle s'embarque donc pour Paris pour le rencontrer. À partir de ce moment, l'objectif de Lucie sera de comprendre et de chercher à rencontrer donc, ce neurologue en question. Et si elle cherche à le rencontrer, c'est parce qu'elle a déjà tout compris et qu'elle souhaite surtout transmettre son savoir à la bonne personne. Entre-temps, les hommes du gang arrivent à Paris, mais finalement ne feront pas l'objet d'une réelle menace parce que les capacités de Lucie vont continuer d'augmenter sur la base que j'ai citée des facultés suivantes. Donc la télékinésie, je ne sais pas si je dois rappeler ce que c'est. Oui. Donc la télékinésie, c'est la faculté ou l'action qui permettrait de mettre en mouvement des objets à distance sans contact direct avec eux. L'ultralucidité, qui est le don de deviner ce que le commun des mortels ne peut voir. Elle contrôle donc son propre environnement. Dans la liste, il y a également le changement d'apparence. Et enfin, elle devient omnisciente. Donc omnisciente, pour résumer, c'est elle sait tout, quoi. C'est le savoir absolu. Mais c'est pas toutes les filles qui savent tout. Si. Je confirme. Elle était déjà équipée. Donc enfin, ce que tout homme devrait pouvoir faire, elle comprend le sens de l'existence et que le temps donne de la valeur à tout. S'ensuit ensuite un voyage à travers les années. Alors ça, c'est un passage que j'ai pas forcément... Bon voilà, je vais pas développer là-dessus. Donc s'ensuit un voyage à travers les années pour retrouver son soi original. Où d'ailleurs on la verra disparaître juste avant de se faire boulotter par un dinosaure. Petit aparté. Ensuite, on se retrouve dans une salle de la bibliothèque de la Sorbonne, où on voit Lucie fondre en une matière noire pour former au final un ordinateur organique, qui laissera d'ailleurs une clé USB au neurologue Samuel Norman. Au stade du film, enfin arrivé à 100%, Lucie disparaît. Et l'inspecteur Del Rio, qui rentre dans l'histoire à l'arrivée de Lucie à Paris, est complètement transcendé et il réclame après Lucie. Étant donné que Lucie est maintenant partout à la fois, elle pourrait très bien interagir avec l'inspecteur par la voie de l'esprit, puisqu'elle peut le faire, mais non. Elle préfère envoyer un SMS pour rappel à nos nouvelles technologies actuelles et nous laisse même une notice d'utilisation pour que nous sachions quoi faire de cette vie qui nous a été offerte il y a tant d'années. Donc, pour conclure, je dirais que le synopsis du film se base sur le fait que l'humain n'exploiterait visiblement que 10% de ses capacités. Donc la question, c'est clairement, doit-on continuer d'y croire à ces 10%? Donc avant de débattre avec vous et avec Renaud, on pourrait dire qu'en réalité, le cerveau n'a pas réellement de zone inexploitée. D'après les recherches, la science aurait plutôt prouvé que ces zones n'étaient juste pas actives en même temps, tout simplement, mais plutôt qu'elles se relaient et se complètent. Par exemple, quand certains sont au travail, d'autres sont en repos, en fonction de ce que l'on fait. Donc, dans tous les cas, le processus demeure le même, avec un ensemble de connexions entre les neurones. Bon, ça c'est certain, c'est une certitude. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de quantifier le pourcentage précis du cerveau que l'humain utilise à tel ou tel instant? Eh oui, vaste question, effectivement. Tout à fait.
Renault, l'homme et son cerveau, c'est vrai que moi, depuis que je suis petit, j'entends dire on n'utilise que 10%, machin. Enfin, voilà, c'est des chiffres très péremptoires, on va dire, par rapport aux études qui ont pu être faites. Enfin, si études il y a eu, bien sûr. Ouais, les hommes utilisent 1%, non? Les femmes disent à peu Oui, près. Mais... les femmes 10%. Oui, c'est ça, fait une tout moyenne. à fait, exactement. Les femmes 20%, les hommes 1%, ça fait une moyenne à 10. Ouais, on est bon. Ça compense un peu le hashtag MeToo de Pascal tout à l'heure, hein, qui était magnifique. Merci Renaud. Oui, après, c'est des visions du cerveau qui ont nourri beaucoup nos imaginaires, puis un temps informatique, mais dans l'idée d'un potentiel humain. La parapsychologie, elle surfe quand même sur l'idée de capacité latente qu'on aurait sous-exploitée. Je dis la parapsychologie, mais l'ésotérisme, hein, plus largement. Et la conception, en fait, qui moi, aurait plutôt ma préférence, c'est l'idée que le cerveau fonctionne comme un filtre et que pour vraiment que l'esprit se libère de tout ça et fonctionne à plein régime, il faudrait inhiber le cerveau. Et les recherches vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va provoquer, par exemple, temporairement une inhibition du lobe frontal, et on va faire des tests de parapsychologie à ce moment-là, et on va voir que les gens vont avoir des meilleurs résultats. Donc, c'est le rapport cerveau-esprit qui est un petit peu la biologisé dans cette conception où finalement il faut rajouter des neurones pour que ça fonctionne. Or, c'est plutôt à quel point le cerveau est là pour faire obstacle, pour focaliser finalement l'esprit sur le moment présent, sur l'action, et pas qu'il se disperse dans l'ensemble de ses souvenirs et des connexions qu'il est capable de réaliser. Ouais, passionnant, ça, c'est un vaste débat. Mais la question étant, est-ce qu'on pourrait faire plus avec notre cerveau? Voilà, est-ce qu'on pourrait déplacer des objets? Est-ce qu'on pourrait parler aux autres par télépathie? Voilà, c'est quand même un champ du possible qui est passionnant. Alors, est-ce qu'on pourrait? Est-ce qu'on le fait déjà? Est-ce qu'on le fait déjà? Oui, non. Oui, il y a un bouquin de Yves Lignon qui s'appelle L'autre cerveau, qui raconte beaucoup ses expériences au labo de parapsychologie de Toulouse, qui est assez intéressant, puisque dans Ufostrophe, on aime bien parler de bouquins aussi. Il faut avoir lu ce bouquin-là. Moi, je m'étais fait un peu avoir par le titre. Je m'attendais vraiment à ce que ça parle des recherches neurosciences et parapsychologie. Non. Par contre, c'est juste pour rebondir, Lucie, finalement, c'est l'invitation à prendre de la drogue pour développer ses capacités psy. C'est tout à fait ça, mais... et là, de ce côté-là, ce qui peut quand même être montré de façon intéressante, c'est que sous consommation de certains psychédéliques, LSD, quelque chose comme ça, on va avoir une multi-activation en parallèle de différentes zones cérébrales. Et là, effectivement, on a tendance à penser que c'est ça qui pourrait entraîner un plein régime de l'esprit. Ce qui est intéressant, Julie, aussi, tu parlais de Lucie en rappelant le rapport évident dans le film de Besson avec Lucie, la mère des hominidés, quoi, enfin en gros. Hein. Mais sans doute qu'il faut faire un lien aussi avec le terme lucide, alors là, qui parle aux parapsychologues, extra-lucide, lucidus, hein, qui est brillant, en fait, la faculté d'être ultra consciente, c'est finalement ce qui est le cas pour Scarlett Johansson. Ou alors simplement c'est le pendant féminin de Luc Besson, voilà. Putain, j'y avais pas pensé. Ouais, évidemment. C'est vrai. Ouais. Il trouvait ça trop prétentieux d'appeler le film Luc, en fait. On va un peu camoufler quand même, ça va trop se voir sinon. Le fait est que très honnêtement, alors c'est marrant parce que tu me donnes presque envie de le revoir, alors que quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était une bouse absolument. La clé USB cosmique, moi j'ai eu du mal. Hein. Voilà. Nonobstant la présence de Scarlett Johansson, moi qui me ravit, je pense que je pourrais la voir dans n'importe quel nanar. De toute façon, s'il y a Scarlett Johansson, ça me va. Moi, je l'appelle le petit cochon, je sais pas pourquoi. C'est le problème avec Besson, c'est qu'il a de super idées. Je pense qu'il a de vraies idées. Il a des points de départ qui sont assez brillants. Moi j'attendais vachement ce film parce que c'était le retour de Besson quand même à l'époque dans la science-fiction, dans la pure science-fiction, et c'était intéressant de voir ce que ça allait donner. Et j'ai trouvé le film un peu bâclé. Il est assez court, il fait 1h30, générique inclus, hein, donc c'est vraiment, on voit, enfin je crois que le film c'est 1h20 grand max, hein, véritablement la partie film.
Et il y a cette sensation que ça a été, ouais, que ça a été bâclé. C'est presque dommage parce que là, il y avait quelque chose qui Et était en vrai, à la croisée des chemins, justement, du technologique et du parapsychologique. C'était assez intéressant. c'est vrai que ça aurait mérité moins de scènes de bagarre et un peu plus de fond, quoi. Allez, on attaque le fait parascientifique. Alors Thibaut, je vais te demander de faire concis, Ouais. pour qu'on ait le. Alors fait parascientifique et pourtant c'est super intéressant puisque tu veux nous parler du thème du remote. J'appelle ça remote viewing, mais non, c'est marqué remote review. Ouais, remote Oui, oui, view. oui, oui. Mais moi, je préfère. Alors, moi, je suis très. Alors là, pour ça, j'ai un côté vieux con. Vision à distance. On va dire vision à Ah distance, ouais. hein. Je ne sais pas si Renaud approuvera, mais c'est la terminologie française. Alors, je vais faire très, très vite. La vision à distance serait un moyen d'obtenir des informations qui seraient donc par définition inaccessibles via les cinq sens, hein, et qui ne seraient accessibles que via des capacités psychiques ou mystiques. Ce terme donc définit vraiment une discipline, une branche de la parapsychologie, qui a été apparemment, parce que c'est encore assez nébuleux malgré toute une série de déclassifications, là pour le coup, tout à fait réelles, tout à fait sérieuses, qui nous viennent des États-Unis, dans les laboratoires donc du fameux Stanford Research Institute, où Al Puthoff, le grand Al Puthoff qu'on retrouve aujourd'hui dans les ovnis officiers, et aussi de la Mobius Society. Et alors, c'était une discipline qui se pratiquait dans un cadre, hein, dans le cadre d'un protocole qui était assez strict. Tout d'abord, il s'agissait de cibler, de définir une problématique précise, un lieu, un objet, une personne, une question. Puis il y avait un travail en aveugle qui impliquait de travailler vraiment dans l'ignorance du résultat attendu et des données connues par le commanditaire du projet, sans contact direct avec lui. Or, toute communication non verbale, réaction, hein, ou autre, du commanditaire. Les informations données aux viewers étaient vraiment le plus minime, les plus minimalistes possibles, pour s'assurer que les descriptions correspondaient véritablement à une authentique perception psychique. Ensuite, il y avait la phase analyse qui devait discriminer, traiter les informations obtenues pour les objectiver au mieux, en tirer le plus d'informations. Et puis, bien sûr, il s'agissait d'être dans la spontanéité. Aucune des conditions indiquées précédemment n'était requise. La perception à distance pouvait en effet survenir parfois de manière spontanée chez certaines personnes, comme les voyants, comme les médiums notamment. Alors, ce qui est sûr, hein, on va en reparler après avec Renaud, c'est que durant au moins 2 décennies, mais sans doute peut-être un peu plus longtemps, on sait que ça s'est fait aussi du côté de l'URSS, hein, qui avait ses recherches paranormales également, officielles. Le gouvernement américain a investi, là pour le coup, vraiment des dizaines de millions de dollars pour développer une méthode permettant d'obtenir du renseignement, en fait. Hein. C'était vraiment dans une optique de servir les centrales, les différentes centrales de renseignement américaines, percevoir des lieux, des personnes, des événements par l'unique recours à cette vision à distance, à cette intuition, à des fins vraiment de ce qu'on a appelé de l'espionnage psychique. Hein. On parlait d'ailleurs d'espions psy pour des gens comme John McMoneagle, Ingo Swann, dont on va reparler. Ce qui était intéressant, c'est que ça avait été mis au point par quand même un des plus prestigieux instituts de recherche au monde, le Stanford Research Institute, et puis que ça a donné lieu à un véritable protocole, pour le coup, qui a d'ailleurs été défini sous le terme de Controlled Remote Viewing. Et puis, donc, durant vraiment très très longtemps, des militaires ont entraîné leur capacité intuitive afin de décrire de l'information. Alors, on va en reparler, ça a été très connu justement parce que grâce au FOIA, à la loi sur la liberté de l'information aux États-Unis, des documents ont été déclassifiés, notamment concernant
un programme qui est devenu fameux, qui s'appelait le programme Stargate, le projet Stargate, qui était un programme d'espionnage psychique qui a été pris en charge par différents organismes gouvernementaux. Ça, par contre, on le sait de manière à peu près certaine. CIA, Defense Intelligence Agency, Armée de l'air. Avec Alputov aussi. Absolument, avec Alputov, ouais. L'INSCOM aussi, l'Army Intelligence and Security Command. Et durant ces 23 années d'existence, le programme Stargate a apparemment travaillé sur 504 missions d'espionnage, générant plus de 2500 séances opérationnelles. Et apparemment, sur les 19 agences américaines qui avaient recours régulièrement au service des espions psychiques du projet Stargate, 17 a été de très très bons clients qui revenaient sans cesse avec de nouvelles questions, de nouvelles demandes. Hein. Alors, il y a différents cas qui ont été particulièrement mis en avant, notamment la vision d'un submersible qui était assez inconcevable à l'époque, qu'on ne connaissait pas, qui était resté secret. C'était les fameux sous-marins de la classe Typhon qui auraient été décrits. Je dis bien qui auraient, parce que là, encore une fois, moi, j'attends vraiment le regard critique aiguisé de Renaud sur cette question. Moi, j'ai pas les compétences pour juger des dessins de John McMoneagle, notamment concernant ce cas-là, mais il semblerait que, effectivement, un certain nombre de vraies informations, d'informations qui se sont avérées exactes, ont été obtenues par ce biais-là et par le biais de médiums, on peut dire ainsi, tels que McMoneagle, Paul H. Smith, Lynn Buchanan, Bill Ray, autant de gens qu'on retrouve évidemment dans un film qui a complètement décliné cette affaire-là, qui s'appelle Les Chèvres du Pentagone, qui est un film très très chouette qu'il faut aller voir, enfin qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu. Le pitch très rapidement, parce que là quand même, comme on a pris beaucoup de temps, je ne veux pas trop développer. Quand même, effectivement. Qui est sorti en 2010, donc qui est déjà assez ancien. Bob Wilton, un journaliste désespéré, fait l'heureuse rencontre de Lynn Cassidy, un soldat aux pouvoirs paranormaux, combattant le terrorisme. Ils se rendent ensemble en Irak, où ils rencontrent Bill Django, le fondateur de l'unité, et Larry Hooper, soldat de l'unité, qui dirige une prison. Donc c'est vraiment un film assez loufoque, très grand guignol pour le coup, qui ressemble beaucoup au film des frères Cohen. Le réalisateur, c'est un certain Grant Heslov, donc c'est pas du tout les frères Cohen, mais il s'est très clairement inspiré de ça. Il y a des acteurs qui sont quand même très très bons, George Clooney, Jeff Bridges qui est remarquable comme dans à peu près tous ses rôles, Evan McGregor aussi qui est dans le film. Donc c'est vraiment assez intéressant. Pour la petite histoire, c'est adapté d'un roman éponyme qui s'appelle Les Chefs du Pentagone. Alors en fait, le vrai titre du film en français, c'est en gros les gars qui fixent les chèvres. Donc puisqu'il y a des essais qui ont été faits apparemment avec ces médiums d'essayer y compris l'armée s'est intéressée de savoir si on pouvait tuer à distance. Si on pouvait réaliser des assassinats à distance. Donc apparemment, les types s'entraînaient sur des chèvres, et ça, il semblerait que ce soit une anecdote qui soit véritable. Et donc c'est adapté d'un roman de John Ronson, qui était un journaliste américain, qui a révélé l'existence d'expérimentations de l'armée américaine visant à développer des unités spécialisées dans le paranormal. Je m'arrête vite là-dessus, juste pour dire un mot sur un autre bouquin qui est une autre déclinaison. On va peut-être un peu... oui, mais je peux pas. Il faut que je parle du bouquin d'Ingo Swann, 30 secondes. La déclinaison du bouquin, c'est Pénétration d'Ingo Swann, paru donc en France chez l'Œil du Sphinx. Donc, Ingo Swann, ça a été apparemment le formateur des voyants de la CIA, des espions psy de la CIA, des services de renseignement de la défense américaine. Il a entraîné pour le projet Stargate des équipes militaires à voir à distance des installations soviétiques, des organisations terroristes. Le pitch du livre, très très vite, le livre qui se présente quand même comme n'étant absolument pas un roman. Le livre n'est pas du tout présenté comme un roman, mais plutôt comme un essai. Alors à la lecture du livre, évidemment, on est en droit de se poser de sérieuses questions sur la véracité du truc, d'autant que
Ingo Swann était une personnalité assez fantasque, c'était un artiste contemporain assez brillant d'ailleurs à ses côtés. En 75, il est contacté par une organisation ultra clandestine qui va lui demander de faire des visions à distance sur des coordonnées précises de notre satellite naturel, à savoir la Lune. Là, il va y voir des structures artificielles qu'il a du mal à expliquer, qui sont manifestement pas humaines. Et cette organisation va le contacter à d'autres occasions pour utiliser des dons psychiques dans la surveillance des extraterrestres. Au final, on lui fait savoir que finalement, la conquête lunaire s'est arrêtée avec Apollo 17 parce qu'on n'était pas bienvenu là-bas. Il pense aussi que c'est intéressant, il développe le fait Ingo Swann que ces dons télépathiques sont de manière latente chez tous les êtres humains, qu'on peut les développer, qu'on peut les travailler. Et il y a même une réalité un peu plus glaçante qui est présente dans le livre, à savoir que nous, humains, sommes assiégés, manipulés, trahis. Il est lui-même vu par les extraterrestres qu'il voit à distance, les extraterrestres lunaires qu'il voit à distance. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement que la trame romanesque se mélange un petit peu au récit du véritable espion psychique qu'il était. Si ce qu'il dit s'apparente à une forme de réalité, je mets d'énormes pincettes, d'énormes guillemets, un énorme conditionnel là-dessus, est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il a été projeté dans quelque chose qui s'est passé? Est-ce que ce qu'il a vu, c'était le présent? Est-ce qu'il a vu, c'était un élément du futur? Est-ce qu'il a vu quelque chose s'étant passé donc, des années, voire des siècles auparavant? On ne sait pas, c'est pas développé, mais c'est vraiment un bouquin à part qu'il faut lire pour découvrir autrement le vrai Ingo Swann, qui a été vraiment quelqu'un de majeur dans cette recherche-là. Et là, maintenant, voilà, ça serait intéressant d'avoir le point de vue, là pour le coup, d'un vrai spécialiste de Renaud sur à la fois la vision à distance, ce projet comme ça, Stargate, qui a été si popularisé par ses déclassifications, et puis le bouquin d'Ingo Swann. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Parce que c'est un bouquin sur lequel beaucoup d'ufologues se posent encore d'innombrables questions. Alors, je tiens à dire que je ne vais pas vous dire quoi penser. Je ne suis pas inscrit à cette école-là. Qu'est-ce que tu penses, toi? Et personnellement, je ne suis pas du tout un spécialiste du remote viewing. Je pense que vous êtes tombé sur le mauvais candidat. Mais bon, je vais quand même tenter de répondre à mon niveau. Déjà, une première distinction à faire. Le remote viewing, la vision à distance, c'est un paradigme expérimental en parapsychologie. Donc, c'est-à-dire, c'est un type d'expérience où on a des cibles, en fait, souvent un humain dans un lieu, et il y a un autre humain qui essaie de deviner ce que l'autre voit. En fait, voilà, c'est ce type de paradigme. Et en tant que paradigme expérimental, le remote viewing existait avant ce dont tu parlais, ce programme d'application militaire américain, et existe toujours aujourd'hui. Il y a toujours une société de remote viewing, des publications et des méta-analyses récentes qui nous montrent que ça a des résultats positifs, que c'est un des trucs qui fonctionne bien en parapsychologie, le remote viewing. Et si on prend l'historique... Oui, c'est intéressant, ça fonctionne donc. Ah ben, je vais juste vous envoyer une référence, c'est Etzel Cardena, 2018, American Psychologist, qui fait une méta-analyse de différentes méta-analyses en parapsychologie, c'est-à-dire un cumul des données de différentes expériences pour faire comme si c'était une grosse expérience, et on presse pour voir quel est le résultat de tous les essais combinés, et le remote viewing a des résultats positifs sur le nombre de sessions réalisées, sachant qu'on utilise toujours le hasard. Quand on envoie quelqu'un dans un lieu, en fait, il y a le hasard qui a déterminé quel est le lieu choisi parmi plusieurs possibles. Et donc, du coup, on a de quoi comparer, quoi faire des stats. Et pour la petite histoire, pour ne pas faire trop long, mais j'aime bien toujours un peu de revenir en arrière, c'est quand même en France que l'inspiration pour la vision à distance a démarré, puisque ce sont les travaux du chimiste René Collier, notamment au sein de l'Institut métapsychique international, qui ont favoriser en fait le développement. Ingo Swann le dit lui-même, tout le monde le dit. C'est-à-dire que ce qu'a fait René Collier, c'est que tous les samedis, il a réuni 20 pecnos qui étaient motivés pour faire la société, le groupe de télépathie, voilà, la société télépathique, et ils faisaient des essais entre eux, des essais avec du dessin, avec toutes les modalités, et ils ont vraiment essayé d'apprendre à mobiliser, pas maîtriser, c'est pas entraîner, mais à comprendre comment ça fonctionnait, ce qui se jouait, les déformations, etc. Et il rédigeait, il analysait tout ça avec les outils de la psychologie, avec
aussi son regard de scientifique. Et ensuite, il a été traduit en anglais parce qu'il était bien apprécié par Helen Garrett de la Parapsychology Foundation. Et ces traductions en anglais ont été donc fortement diffusées et ont inspiré ces programmes-là. C'est-à-dire que la parapsychologie était très monotone, très focalisée sur des cibles comme, vous voyez, les cartes Zener qu'on voit justement dans Ghostbusters, avec des symboles très simples. Et là, ce que fait Marcoli, c'est du qualitatif. C'est des cibles très riches. On peut prendre un scénario, une histoire inventée. Il faut rentrer dans l'autre personne pour savoir ce qu'elle a en tête. Et donc, ça collait plus à ce qu'on allait demander finalement en remote viewer. Donc, après ce qu'on va appeler là le projet 7 ou plus globalement les approches d'application militaire de la parapsychologie, effectivement, là, ça a duré 20 ans, ça a eu 20 millions de budget au total, ce qui est absolument ridicule quand vous voyez les budgets militaires américains. Donc, c'est un tout bébé programme comme ça, mais bon, effectivement, très louche et très douteux, et qui a donné lieu quand même à plus de 500 missions, à des milliers et des milliers de sessions individuelles, à une analyse scientifique, avec effectivement tous les effets d'information, de désinformation. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que la première fois que ça a été un petit peu sorti de sa boîte, et c'était 94-95, il y avait en France 2 journalistes, Nicolas Maillard et Didier Dufresnoy, qui avaient ouvert un site internet où ils parlaient de ces archives-là. Ils étaient, eux, journalistes accrédités défense. Ils avaient eu accès à tout ça et ils diffusaient tout ça. Et c'était complètement fou. On découvrait que les États-Unis, ça faisait 20 ans qu'ils faisaient de la parapsychologie militaire. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'était les seuls journalistes à être capables de traiter cette information qui aujourd'hui nous fascine toujours, mais qu'on connaît en fait depuis plus de 25 ans. Et puis, oui, il y a plein de choses à dire. C'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment fouiller ces archives, effectivement, on a accès à des documents qui sont transmis, mais les chercheurs sont encore vivants. Des gens comme Edwin May, qui dirigeait le programme, c'est un mec avec qui je parle toutes les semaines. Il a publié 4 livres d'archives, le Stargate Archives, en fait, qui fait 4 volumes. Donc, on va retrouver toutes les notes, tous les éléments là-dessus. Vraiment, on a déjà accès à toute l'info. Juste pour dire un mot sur la façon dont le programme s'est fini, c'est toujours un point de controverse assez rigolo, puisque les gens vont dire, bon voilà, ils ont arrêté parce que ça ne menait à rien, que ça ne donnait pas de résultat. Et en fait, il y a plusieurs histoires qui se chevauchent. Et il y en a une, c'est l'évaluation scientifique qui a eu lieu avec Jessica Hutz. Jessica Hutz, c'est une statisticienne. Elle est présidente de la Société américaine de statistique, donc genre voilà, top level. Et en face, il y avait Ray Hyman, un psychologue sceptique. Et on leur demande à tous les deux, qui avaient des points de vue a priori opposés, d'évaluer les données. Jessica Hutz a évalué les données transmises sur les paradigmes expérimentaux, et elle a dit, il y a des résultats, il y a toujours un écart de 5 à 10% par rapport au hasard, une anomalie comme ça qui est assez inexplicable, c'est vraiment intéressant, il faut continuer. Et Ray Hyman n'a pas ouvert les cartons, il n'a pas du tout cherché les archives, il a pris le rapport de Jessica Hutz, il a dit, ouh là là, c'est prématuré comme conclusion, attendons 10 ans, et on va trouver une faille, on va trouver un biais dans les protocoles, et on pourra expliquer les résultats grâce à cette faille. 10 ans, ça veut dire 2005. Je pense que depuis 2005, il n'y a eu absolument rien. Et du coup, ils ont un peu étouffé finalement. Ils se sont contentés de cette pseudo-réponse scientifique qui neutralisait finalement l'aspect provocateur, l'aspect un peu subversif du programme, pour l'éteindre. Et puis après, il y a eu forcément des rumeurs. Bon, Joe McMoneagle, c'est quelqu'un avec qui je travaille également. Il a été sollicité encore par la suite pour être utilisé pour des missions de ce type-là. Il y a moins de visibilité sur ce programme. C'est justement un petit peu cette exigence de transparence qui doit les gêner pour finalement diffuser les choses. Alors, j'ai plein de choses à dire, mais c'est un peu confus. Ah non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Il y a comme un truc dans le film qui est vrai dans le faux. Dans le vrai, c'est un micmac. Je pense que tu vois tout de suite de quoi je parle, Thibaut. C'est qu'ils expliquent avoir commencé leur programme de parapsychologie militaire parce que les Russes ont commencé leur programme de parapsychologie militaire. Les Russes auraient commencé parce qu'ils ont cru que les Américains avaient commencé. Et les Américains auraient commencé parce que Jacques Bergier a diffusé une fausse info comme quoi il y avait une expérience scientifique avec un sous-marin et les militaires auraient réussi à faire de la télépathie même dans une zone qui n'est pas accessible par les ondes électromagnétiques. Et effectivement, c'était un fait, et ça aurait pu susciter effectivement les choses.
Après, c'est plus compliqué que ça parce que les Russes n'étaient pas coupés du monde non plus, hein, et les expériences en parapsychologie en Russie ont commencé au tout début du XXe siècle, comme partout. Hein, l'Institut Pavlov, des gens comme Léonid Vassiliev reproduisaient des expériences qui étaient faites en France. Donc on avait de très bons contacts d'ailleurs entre René Varcollier et les Russes, etc. Ce n'était pas du tout un problème. Mais effectivement, ils avaient une approche peut-être dont on a su moins de choses à l'époque, on en a su plus tard. Ils avaient effectivement une approche plus biologisante, avec l'idée effectivement plus d'influencer la matière par l'esprit plutôt que de faire de l'espionnage psychique. Vous auriez un bon ouvrage à conseiller à nos auditeurs, enfin à nos spectateurs justement sur le sujet. On va dire un starter pack de bonne qualité. Parce que Pénétration, c'est un livre intéressant, mais un starter pack, c'est chaud, quoi, voilà. Ah, ça dépend pourquoi, hein. Je veux dire, j'ai jamais autant appris de choses sur la Lune. Je m'étais pas assez intéressé au fait que la Lune a une atmosphère, qui pose plein de questions, etc. Mais au-delà de ça, là, j'ai pas en tête. Éventuellement, je pourrais transmettre et vous pourrez mettre dans la description, mais moi-même, en fait, je ne prétends pas du tout être spécialiste en remote viewing, c'est-à-dire l'histoire même du projet Stargate. Il y a quelques livres qui ont tenté de refaire ça, avec des chercheurs plus ou moins impliqués, c'était plus ou moins commercial. Après, le remote viewing, moi, j'aborde plus couramment comme étant un des paradigmes de la parapsychologie. Donc, en fait, son histoire est très étendue, et son usage, en fait, on peut le mélanger avec les autres paradigmes, et c'est beaucoup moins net, là, en fait. Pascal, tu as un bouquin qui s'appelle Espion Psy, l'histoire secrète de l'espionnage extrasensoriel américain, d'un certain Jim Schnabel, qui est absolument, alors là pour le coup, le starter pack que tu évoques complètement. Oui, traduit en français, ouais. Traduit en français, je crois que c'est un... Ouais, c'est ça, c'est au Rocher, hein. C'est un bouquin qui est déjà ancien, mais qui se trouve encore d'occasion, je pense, qui doit plus être neuf, mais qui est un très bon point de départ justement pour raconter cette histoire-là. Après, je pensais en t'entendant, Renaud, à Alexis Didier, un voyant prodigieux. Il faisait totalement des expériences de vision à distance. Il était capable de se projeter dans la maison d'un type qui lui posait la question, qui lui demandait de décrire la maison de sa grand-mère à Bordeaux ou des choses comme ça. On a des expériences assez documentées concernant Alexis Didier. Voilà, je renvoie au bouquin de Meust, hein, justement, qu'on évoquait. On était en plein là-dedans et c'était il y a plus de 150 ans, enfin, ou pas loin. C'était à partir de 1848, donc effectivement, ça fait 170 ans. Donc, tu cites le livre de Bertrand Meust qui s'appelle Un voyant prodigieux, enfin Alexis Didier, Un voyant prodigieux de 2003. Et puis, plus récemment, en 2011, il a écrit Les miracles de l'esprit, où justement, il essaye en fait de faire ce qu'il appelle une métanomie comparée, c'est-à-dire de comparer les gens qui ont cette faculté de métaconnaissance. Et donc, il va comparer les remote viewers, il cite Schnabel, etc., et avec les anciens voyants, mais également avec les Piti de Delphes, avec les voyants à travers les âges. Et on voit que finalement, il y a des points communs. Tous n'utilisent pas, par exemple, les mêmes états modifiés de conscience. Les contextes peuvent changer, les cibles aussi, la façon de se présenter. Mais en gros, il y a des processus communs. Bon, ça, un livre, chers amis, à se procurer et à lire. Espion Psy, pardon, pas la même chose. Lapsus, de Schnabel. Je ne sais pas comment ça s'écrit, on va le faire phoniquer. Schnabel, S-C-H-N-A-B-E-L. S-C-H-N-A-B-E-L. Voilà. Et pour Pénétration, alors, moi je l'ai lu, je vous remercie encore de l'envoi. C'est vrai que c'est très très étrange, on ne sait plus vraiment où se situer. C'est-à-dire que la réalité décolle. Il y a de la plausibilité, c'est-à-dire c'est une capacité à frôler le réel. On est prêt à croire qu'il y a vraiment une face cachée de la Lune très habitée. Et puis, comme il y a des informations scientifiques qui nous sont données au fur et à mesure, sur lesquelles on est complètement scotché, qui avaient été démenties pendant 50 ans, mais qui aujourd'hui sont considérées comme des vérités, enfin voilà, on peut être pris, et je pense que c'est vraiment... si on voulait construire une théorie du complot, on ne s'y prendrait pas aussi bien que ça. Enfin, je veux dire, c'est super bien calé, il y a des noms, il y a des hommes en noir, il y a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas une très bonne connaissance de qui est Ingo Swann, etc.
Et là, j'aurais vraiment du mal à qualifier le genre littéraire dans lequel on est. Euh, mais c'est vrai que bon, bah voilà, là j'avais entendu parler de ce livre à la sortie, j'ai eu l'occasion effectivement de plonger là-dedans. Ingo Swann, pour les remote viewers, c'est celui qui a écrit un manuel de remote viewing. Tu disais, il les entraînait. En fait, c'est pas vraiment de l'entraînement. Il a expliqué un petit peu les étapes qu'il a observées chez lui, chez les autres, sur comment on fait quand on veut, là, s'amuser à deviner ce qu'il y a dans une enveloppe ou quelqu'un a caché quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans notre tête avec notre imaginaire, notre rationalisation, par quelles étapes on peut passer pour accéder à cette cible. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens comme Alexis Champion avec Iris Intuition qui réemploient ces méthodes pour en fait déjà former les gens qui ont envie de développer leur intuition ou leur remote viewing. Bon voilà, c'est une commercialisation, mais également pour mettre au service de toute forme d'entreprise ces compétences. C'est-à-dire être dans une application qui n'est pas seulement militaire avec des buts qu'on connaît, mais aider des archéologues à identifier des objets, à trouver des lieux de fouille, aider des policiers à trouver des personnes perdues, etc. Aider une entreprise à deviner sur quels produits miser dans leur recherche and development pour les 5-10 ans à venir, etc. Et donc, il a écrit un bouquin, d'ailleurs, Alexis Champion, il parle un petit peu de ce qu'il fait, mais là, je vais arriver en fait à un obstacle, c'est-à-dire que dans le remote viewing façon Stargate ou dans les applications de ce type-là, un peu entrepreneurial et commercial, il y a un problème de publication scientifique. L'accès à ces données est très compliqué et du coup, il y a des contextes où on n'est même pas sûr d'avoir toute l'info. Donc, quand tu disais, Joseph McGonagall, on lui donne une cible, il dessine le truc, il y a une correspondance parfaite entre la cible telle qu'on la connaît aujourd'hui et le dessin qu'il a fait, mais en fait, on n'arrive pas à recomposer complètement l'histoire cohérente et à se dire, voilà, il était dans des conditions parfaites de rigueur qui permettent d'exclure toute autre chose. Il se trouve que souvent, ils s'amusaient à utiliser ces voyants-là, c'est un projet expérimental, ils les utilisaient dans l'après-coup. Donc, en fait, ils savent déjà ce qu'il faut chercher, ils donnent les coordonnées, ils regardent si tu y arrives, et ils y arrivent. Sauf qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ont déjà l'information qui sont présents. Et à ce moment-là, on peut se dire, il y a des formes peut-être de télépathie, c'est pas exactement la vision à distance, ou alors il y a peut-être simplement des biais, des fuites sensorielles, des indications qui peuvent être données. Voilà, c'est un peu le problème. Scientifiquement, c'est très difficile à évaluer ces programmes militaires ou ces programmes en entreprise. Ouais, passionnant. C'est vraiment un sujet que je trouve absolument intriguant et à creuser, quoi. Voilà, c'est vrai que ça, c'est vraiment passionnant. Allez, écoutez, je vous propose qu'on conclue l'émission en attaquant le questionnaire de Proust de Thibaut à Renaud. Alors Renaud, comme dans les protocoles parapsychologiques, tu dois répondre dans la spontanéité, sans réfléchir du tout. Hein. Il faut que ça vienne spontanément. Votre mot préféré? Oh putain. Voilà, ça y est. Prosopopèse. Le mot que vous détestez? Sceptique. Votre drogue favorite? Le thé, petit jour. En dur, ça. Le son, le bruit que vous aimez? Le bruit de la victoire. Le son, le bruit que vous détestez? L'ordinateur qui bug. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ma langue est tellement chaste. Je pense que je suis sur un simple putain. Voilà. Ça fonctionne très bien. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Femme. Et une femme en particulier? Tu penses à quelqu'un? À toi, c'est intéressant, ça. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Psychologue. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un faux. C'est quoi un faux? Un faux, c'est un être tortillard. Hein, vous verrez, il y en a quelques milliers d'exemplaires en France, et à Verzy notamment. Là, c'est un arbre très particulier. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Alors,
Si Dieu existe. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Tu avais raison de ne pas croire en moi. Ok, eh ben, c'est une fin parfaite, ça, pour laisser nos auditeurs réfléchir aux insondables questions qu'on a soulevées pendant toute cette émission. C'est pourtant le meilleur coup du diable d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Effectivement. Bon, écoutez, un grand merci pour ce nouvel Ufostrophe qui a été très riche. Encore une fois, en rubrique, en actualité. Un grand merci à Renaud d'avoir accepté notre invitation pour cette Ufostrophe. Oui, Ouais, je merci, sais, Renaud. j'en entends beaucoup dire oui, il faut le réinviter parce qu'on n'en a pas eu assez sur le remote viewing et sur toutes les choses qu'il aurait pu nous dire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais on Je réinvitera, reviendrai, je laisse la place à d'autres, mais je vais me faire on des oreilles. réinvitera Renaud dans le cadre d'émissions avec un grand plaisir. On mettra bien sûr les livres de Renaud en description et Philippe va nous faire des montages en mettant plein de photos des livres de Renaud un peu partout, vous allez voir, ça remplacera nos têtes. Géraldine, Julie, un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci. Oui, Julie Avec a une plaisir. nouvelle caméra. Hein, c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus jolies avec cette caméra. Pas Voilà. pareil. Mais pas pareil, c'est pas la même. Non. Thibaut, un grand merci. Ouais, moi, j'ai pas de nouvelle caméra, du coup, mes couleurs sont dégueulasses. Mais c'est un peu la fabrique, hein, j'ai envie de dire. C'est un style. C'est un style, effectivement. Et bien, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, de nuit, en fonction du moment où vous regarderez l'émission. Et on vous dit à très bientôt sur le Maybe Planet. Ciao à tous. Bye bye. Salut. Au revoir.